Hello, qui l'eût cru, on se retrouve dans un 2 cœurs qui ressemble un peu à quelque chose. Non, c'est pas vrai. Je viens de déménager il y a 5 jours. Donc bon, j'ai pas encore fait la déco comme j'aimerais, donc ça risque de changer. Mais c'est pas trop mal, je suis de retour chez mon grand-papy. Voilà, tous les chemins mènent ici apparemment. Cette vidéo devait être un vlog sur tout le mois de janvier, mais en fait entre les examens, le déménagement, les cartons, les machins, j'ai pas eu le temps de vlogger autant que je voulais et du coup je trouvais le format un peu naze. On va pas se mentir. Du coup j'ai décidé de plutôt faire un récap, j'essaie de vlogger le mois prochain, ce sera peut-être plus intéressant, je ne sais pas. Donc j'ai lu 6 livres ce mois-ci, c'est pas mal, on est presque à 1/5 de mon objectif annuel. Donc ça c'est pas trop mal. Alors je les ai pas tous avec moi. Et oui évidemment, ils sont là. Je les ai pas tous avec moi parce que parce que je pouvais pas tout prendre avec. En fait je me suis concentrée sur ceux que je devais lire, que j'avais prévu de lire sur les 4-5 prochains mois pour être sûre d'avoir tout pris avec moi. Donc il y a des choses que je n'ai pas pu en prendre avec dans ma voiture puisqu'on a déménagé en voiture, donc c'est un peu compliqué avec le chat, le chien, tout ça. J'ai les 3 là de ceux, la moitié finalement de ce que j'ai lu, mais en fait c'est pas la moitié de ce que j'ai lu puisque j'ai lu 2 trucs en numérique. Du coup c'est presque l'intégralité. Dans mon but de l'année je me suis fait un petit carnet de lecture et de films pour pas perdre ce que je pense des choses. Voyez-vous, j'ai le petit truc, là c'est les citations des meilleurs livres que j'ai lu l'année dernière, là c'est ma page de garde avec un petit mème Émile Zola, Nathaniel Hawthorne, voilà, on change pas une équipe qui gagne ou qui gagne pas grand chose. Et j'ai fait la liste de tous les bouquins qu'il fallait... On va sortir ça avant que ça me tombe sur la tête. J'ai fait la liste de tous les bouquins que je voulais lire cette année. Donc je les ai quasiment tous avec moi. Et ce mois-ci j'aurais voulu lire aussi... j'aurais voulu commencer et terminer La faute de l'abbé Mouret. J'ai lu le premier paragraphe pour l'instant. On est le 29. Donc je pense que je le lirai pas en entier ce mois-ci. C'est pour ça qu'il sera... On est 29, mais vous verrez vraiment ça. Soit le 31 si j'ai le temps de monter, soit au début de février, donc je le terminerai en février, donc c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo là, qui n'est pas dans cette vidéo là. Donc La faute de l'abbé Mouret. Je voulais aussi lire le tome 4 de Poison Ivy Infinite qui vient de sortir, il est sorti le 17. Mais en fait moi je suis partie donc le 23 je crois, et il était pas en stock dans ma librairie, le temps que je le commande, il serait jamais arrivé en temps en fait. Et du coup je préférerais pas l'acheter pour pas avoir à ne pas le récupérer, et je trouve un autre moyen de le lire. Donc celui-là je l'ai pas lu non plus, et il y en avait un autre, peut-être pas en fait. Donc j'ai presque lu l'intégralité de ce que je voulais lire ce mois-ci, c'est pas mal en vrai, c'est pas trop mal. Donc j'ai commencé l'année avec... J'ai commencé l'année avec Brick Lane de Monica Ali. C'est... J'ai commencé cette année avec cette chose. C'est l'histoire de Nazneen qui vient du Bangladesh et qui est mariée sans qu'elle ait vraiment le choix à... j'ai déjà oublié comment il s'appelle, Chanu, qui lui aussi vient du Bangladesh mais qui habite à Londres et qui a 20 ans de plus qu'elle. Et comment elle est à Londres, tout ça, enfin genre sa vie en tant que Bangladaise. Je sais même pas comment on dit, je sais toujours pas comment on dit en Angleterre, tout ça, genre sa famille. Voilà quoi, genre sa vie quotidienne sur une vingtaine d'années avec ses enfants, tout ça. Et en fait je me suis fait chier littéralement pendant 300 pages. Je lui ai mis 2 étoiles et demie. Voilà, regardez le même chien que j'ai choisi pour mettre... Voilà, ça dit tout. Mon verdict est pas de plot. Je crois que je n'aime pas les romans contemporains. Ah oui, et alors ça c'est mon opinion personnelle puisque j'ai dû le lire pour les cours, mais on a eu pas vraiment de cours, donc mon opinion personnelle c'est qu'on sent vachement qu'on est sur du post 11 septembre et qu'en fait on est en mode oui les gentils musulmans, oui voyez-vous ils sont très gentils, regardez, et ça a fait un peu trop forcé pour moi je trouve, mais je comprends que dans le monde où on vivait à l'époque il y a peut-être besoin de ça pour certaines personnes, mais voilà. En gros mon avis c'est que si j'avais voulu acheter, si j'avais voulu lire sur la vie quotidienne des immigrés d'Asie du Sud-Est au Royaume-Uni et à quel point c'est vachement dur
voilà, j'aurais lu, j'aurais soit regardé un documentaire, soit j'aurais lu un truc de non-fiction quoi. Mais ça m'a pas intéressé. Il y a 3 parties dans le roman à peu près, et sur aucune des 3 parties il y a vraiment un plot quoi. Donc ça m'a... Non, c'était vraiment pas pour moi. Voilà. Sachant que je l'ai lu, mi-écouté sur Audible parce que j'avais le droit de crédit gratuit, donc je l'ai utilisé. Ça fait mal commencer l'année en fait, ça fait vraiment mal commencer l'année. Ensuite, je suis allée à Paris pour mes examens et j'ai lu dans le train un livre numérique, c'est Out on a Limb de Hannah Bonham Young. Et alors, j'ai mis 5 étoiles, c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Comment dire, ça va pas plaire à tout le monde, c'est une romance contemporaine et le trope principal c'est surprise pregnancy, genre grossesse surprise, bébé surprise, et je sais que c'est vraiment pas du tout le trope préféré des gens. En général j'aime pas trop non plus parce que c'est super mal fait. Et en fait Hannah Bonham Young est handicapée, elle a un bras plus petit que l'autre et quand elle a eu son bébé, en fait elle s'est rendue compte qu'elle était une mère comme les autres. Et elle a voulu écrire là-dessus. Du coup le personnage principal, Winifred, et elle a le même handicap qu'elle, et le love interest, Beau, est aussi handicapé, il a eu un cancer et du coup on a dû lui amputer une jambe. Voilà, donc c'est pour le truc. Et en fait ils se rencontrent à une fête d'Halloween chez la meilleure amie de Winifred. Et ils sont tous les deux habillés en pirate pour Halloween puisque ils sont tous les deux handicapés. Donc elle a un crochet sur son petit bras et lui il a une fausse jambe, il a sa jambe quoi. Et puisqu'il a une prothèse, et en fait ils se rencontrent, ils font ce qu'ils doivent faire on va dire, et de là en fait Winifred tombe enceinte et c'est en gros comment ils se retrouvent et comment la coparentalité c'est super. Et comment même si tu es plein de doutes puisque tu as quelque chose qui te fait dire que tu seras pas forcément un bon parent, et tu es un parent absolument comme les autres. Il n'y a vraiment pas de normalité dans la parentalité. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément ri. Je l'ai lu dans le train, donc je devais me contenir, mais j'ai rigolé. J'ai tellement de rêves que j'ai aussi, genre, et du coup alors voilà, c'est vraiment très année 2020, on va dire, très chronically online comme vocabulaire et comme truc, mais j'ai trouvé ça frais. C'était pas trop dans le trope secret pregnancy là, secret pregnancy, surprise pregnancy, avec le mec blindé de thunes, qui en fait c'est un magnat du machin, et nanani, en fait c'est un gros connard. Non, non, non. Franchement, Beau, à part son prénom, parce qu'en vrai, je sais pas si je dois dire ça, son vrai prénom c'est Robert, et pas genre Robert, il s'appelle Robert en français, voyez-vous, genre c'est il a un prénom français, il s'appelle Robert, c'est vraiment son seul red flag à mes yeux, sinon c'est un walking green flag, franchement il est incroyable. Donc voilà, c'était rafraîchissant, ça faisait du bien d'avoir un truc un peu mature, posé, et sans que ça aille trop dans le drama, et il y a des choses qu'il faut pas, genre il y a vraiment beaucoup, genre le consentement, tout ça c'est super important, il y a des discussions, genre on discute, on communique, moi j'ai trop aimé, voilà. Et j'ai aussi beaucoup pleuré, ça je l'ai pas dit encore, mais je viens de voir que je l'avais écrit, voilà. Je pense que malheureusement beaucoup de gens vont passer à côté parce que, encore une fois, le trope surprise pregnancy, si on l'aime pas, on l'aime pas. C'est ce que l'autrice dit d'ailleurs dans l'avant-propos. Donc bon, voilà. Le troisième livre que j'ai lu cette année, c'est une autre romance que j'ai aussi lu dans le train. C'est Funny Story d'Emily Henry. C'est le roman qui a gagné le Goodreads Choice Awards romance pour 2024. C'est pas du tout pour ça que je l'ai pris, c'est juste que ça avait l'air rigolo. Donc moi je me suis dit, vas-y de toute façon t'as 7 heures de train, autant lire un truc comme ça plutôt que lire. J'avais vraiment pas envie de lire La faute de l'abbé Mouret, voyez-vous, dans le train, parce que j'aurais fait un malaise voyageur et un accident voyageur, enfin vous voyez quoi, les trucs qu'il faut pas faire. Ça c'est bien pour lire chez toi, à ton bureau, tu surlignes les trucs et tout, mais pas dans le train. Donc, j'ai lu pas entièrement dans le train, j'ai lu commencé avant, mais j'ai terminé dans le train. C'est l'histoire de Daphné, qui a quitté son état, parce que c'est au Canada, donc qui a quitté... C'est au Canada ? Non, je crois que c'est Out qui est au Canada. Pardon, Out on a Limb est au Canada et Funny Story est aux États-Unis. Donc, il a quitté son état aux États-Unis pour aller vivre, je crois, dans le Minnesota, le Michigan, une connerie comme ça, avec son mec. Elle accepte d'épouser ce mec. Ils font leur enterrement de vie de jeune fille, leur enterrement de vie de garçon. Vie de garçon ? Ouais. Le même jour. Et en fait,
son gars, Peter, se rend compte qu'il est amoureux de sa meilleure amie, donc il la plaque le lendemain de la cérémonie, enfin de l'enterrement d'une jeune fille. Daphné se retrouve donc à la rue et je viens de voir que c'est bien au Michigan, pardon. Puisque en fait c'est Peter qui avait acheté la maison, il lui avait dit non t'inquiète, ouais on s'inquiète ouais. Donc Daphné n'a pas le choix que d'aller vivre chez Miles, qui est l'ex de la nouvelle meuf de son ex, vous voyez, genre en fait elle va vivre chez l'ex de la nouvelle meuf de son ex, ouais littéralement voilà, qui s'est lui aussi fait plaquer après des années de relation par cette femme Petra, et voilà, donc en fait tout va bien jusqu'à ce que ils reçoivent chez Miles le carton d'invitation pour le mariage de Peter et Petra. Déjà ils ont le même prénom, c'est horrible, je viens de percuter. Et ils décident d'y aller ensemble, de faire semblant qu'ils sont ensemble. De faire semblant qu'ils sont ensemble en allant au mariage en fait. Sauf que le mariage ça a lieu plus tard et dans mes souvenirs on ne voit pas, sachez-le. Parce qu'en fait moi je pensais qu'ils allaient crash le mariage en étant ensemble, mais pas du tout en fait, ça se passe pas comme ça. Voilà. C'était super, vraiment moi j'aime beaucoup Miles, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé Miles, mais moi ça passait. Daphné c'est le stéréotype de la libraire, voilà. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Voyez-vous, je lis pas les romans d'Elias Elwood par exemple, parce que je sais que genre tous les trucs scientifiques, de la vraie science, moi ça va me saouler, donc c'est pour ça que je lis pas ces romans par exemple. Donc si vous, l'archétype de la libraire ne vous plaît pas, ne le lisez pas. D'ailleurs j'ai cru comprendre que tous les bouquins d'Emily Henry avaient quelqu'un qui avait un truc avec les bouquins, donc peut-être c'est juste le genre de l'autrice. Je lui ai donné 4 étoiles et demie. Regardez, 4 étoiles et demie. Je me suis fait à couper une étoile à la moitié quand même. Il manquait un truc, voyez-vous. C'était bien, mais je crois que comme je venais de lire Out on a Limb, c'était pas bien. C'est pas bien. C'était pas à la hauteur en fait d'Out on a Limb, vraiment ça a mis la barre excessivement haut et donc moi je suis arrivée après pour lire ça et je trouvais ça cool. Genre c'est une bonne romance, ça prend le trope de fake dating, fonctionne. Mais ça fonctionne pas jusqu'au bout pour moi, voyez-vous. Je suis un peu devenue picky pour ça. Le troisième livre... Ah oui, attendez, entre-temps j'ai regardé... On parle de ça après, on parle de ça maintenant. Entre-temps, vite parenthèse, j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo. Incroyable, il faut que j'achète le bouquin maintenant, mais j'ai pas du tout envie de tomber dans une hyper fixation. Et je suis allée voir Nosferatu. Et j'ai tellement apprécié le fait, c'est la seule chose que je vais dire, j'ai tellement apprécié le fait qu'on ne romantise pas, à mon sens, la relation entre Hélène et Nosferatu. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et aussi Willem Dafoe, incroyable. Incroyable. Voilà. Et aussi, ça prouve bien que Lily Rose Depp est une très bonne actrice, mais c'est juste que parfois peut-être que ses rôles sont mal choisis ou alors les réalisateurs sont pourris. Mais en tout cas, elle a super bien joué. Je pense qu'elle devrait juste devenir une scream queen en fait. Voilà, fais plus que des films d'horreur, Lily Rose, c'est ton genre. Ensuite, j'ai lu un classique. J'ai lu Bruges la morte de Georges Rodenbach, qui parle d'un monsieur qui s'appelle Hugues, qui déménage à Bruges après la mort de sa femme, puisque il est triste, sa femme est morte, et aussi il trouve que Bruges est une ville morte, donc ça va bien avec le sentiment qu'il ressent au fond de lui. Et donc je pense que d'une certaine manière cette ville le rappelle sa femme. Et tous les jours il va déambuler dans Bruges, parce qu'il a que ça à faire, hein. Et un jour il voit une femme qui ressemble apparemment excessivement à sa femme morte. Donc il suit cette femme et il commence à se nouer une relation entre lui et cette femme. Petit 1, j'ai exactement su comment ça allait se terminer après 15 pages je crois. Je me suis dit oh non j'espère que ça va pas être comme ça. Bon, je crois que j'ai lu trop de livres du genre. C'est pareil, ou alors il est très fort probable que l'auteur soit incroyable et qui disperse des petits trucs qui font se dire attention, est-ce que je peux amener un peu plus de lumière? Bougeant le rideau peut-être. Et il est aussi possible que j'ai lu trop de romans similaires.
parce que, pardon, je lui ai mis 4 étoiles parce que je reconnais qu'il y a des qualités littéraires certaines dans ce livre. Il est très court, hein. Il fait une centaine de pages. Mais alors, toutes les fois, je sais pas si j'ai écrit dedans ou pas, il me semble pas, mais il y a un passage que j'avais trop aimé, où en fait, on savait pas s'il parlait de sa femme ou de la ville. Et en fait, la ville devient un personnage principal dans ce livre et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, je l'ai lu au mois de janvier. Je pense que c'est absolument pas du tout la bonne période pour lire ce bouquin. Je pense que Toussaint, la Toussaint, c'est vraiment genre ce qu'il faut. Voilà. Donc, vu la taille, il est possible que je le relise à la Toussaint pour l'apprécier à sa juste valeur. Mais du coup, c'était cool aussi de lire de la littérature francophone un peu moins connue que les autres romans du 19e siècle dont on a l'habitude. La luminosité est pour grave. La luminosité est pour grave. Voilà. En fait, je me mets un peu au défi de lire au moins un classique, si ce n'est 2 par mois, histoire d'élargir mes horizons littéraires et pas lire que Zola, même si Zola j'en ai prévu au moins 4 cette année. Mais c'est pas Zola et Hawthorne, il faut que j'en lise autre chose un peu que les auteurs que j'adore. Donc Georges Rodenbach, j'avais absolument aucune idée de son existence. Et voilà. Ensuite, en 5ème position, j'ai lu le tome 3 de Poison Ivy Infinite, dans le bon sens c'est mieux. Que j'ai reçu à Noël et qui est sorti l'année dernière, donc c'est l'avant-dernier, le dernier vient de sortir il y a 10 jours. Donc pour vous rappeler un peu le contexte, dans le premier tome en fait, Poison Ivy, Ivy décide de détruire l'humanité en gros et elle invente un virus, une espèce de virus, le Lamia, qu'elle transmet en fait partout où elle va, en fait c'est dans son corps et quand elle touche quelqu'un, quand elle touche un truc, il y a le Lamia. Sauf qu'en fait elle se rend compte que c'était peut-être pas la bonne solution. Et toute la saga en fait c'est comment est-ce qu'elle va réussir à stopper le Lamia. Et là, j'ai mis 4 étoiles et demie. Parce que pour moi, c'est vraiment... J'aime tout. J'aime les dessins, j'adore le personnage d'Ivy vraiment. Les personnages secondaires sont super bien, c'est queer. Et c'est aussi vraiment engagé. Parce qu'il y a toute cette réflexion entre Batman qui dit mais tu fais pas ce qu'il faut et Ivy qui dit mais je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Il y a vraiment ce truc de jusqu'à où on est prêt à aller en fait pour ce qu'on croit qui est vrai. Et ça j'ai beaucoup apprécié, mais après c'est vraiment le personnage d'Ivy où elle dit il faut tuer tous les... Voilà. Alors moi ça m'a fait trop rire parce que j'ai pensé au truc qui s'est passé aux États-Unis il y a pas longtemps parce qu'elle est en mode il faut tuer tous les CEO qui tuent la planète. Et j'étais là... Luigi. Vraiment, sur le coup, je me suis dit ah oui, d'accord, quand la réalité joint la fiction, enfin, voilà. Mais là, on est vraiment sur un tome de transition. On sent qu'on va vraiment. Ça fait comme sur une série, les 4-5 derniers épisodes avant les 3 derniers, où vraiment ça s'accélère. On est sur un rythme qui se ralentit un peu. Il y a un truc, j'ai pas du tout compris ce que ça faisait là en soi. Alors, oui, parce que ça parle des doutes d'Ivy, tout ça, mais je m'en serais passée, honnêtement, voilà. Mais ben on attend quoi. Ils ont introduit un nouveau méchant et puis il y a aussi l'autre méchant qui revient. J'attends plus sur le 4ème tome. Voilà. Et là je viens de terminer, mais genre juste tout à l'heure, Room of One's Own, une chambre à soi en français de Virginia Woolf. Là c'est avec la version Free Guineas chez Collins, ouais. La version Collins est avec Free Guineas. Voilà, il y a à peu près ça de Room of One's Own et ça de Free Guineas. Je lirai Free Guineas un autre moment de l'année parce que je suis pas excessivement certaine d'apprécier... Il n'y a vraiment pas de lumière. Excessivement certaine d'apprécier le... Alors voilà, je fais mon coming out de personnes qui n'aiment pas trop la littérature du 20e siècle, surtout début 20e, c'est vraiment pas mon délire. Donc bon... Je dirais quand je me sentirai prête à tackle ça parce que pour l'instant c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. Même si je redécouvre entre guillemets un peu Virginia Woolf à travers A Room of One's Own. J'ai pas encore eu le temps de faire la page puisque je viens de le terminer. Mais sachez qu'il aura 5 étoiles et que pour moi c'est vraiment un texte super important. I know it already.
c'est un des trucs qui va faire partie des ban books, vous voyez, parce que ça invite trop les femmes à réfléchir en fait sur genre leurs conditions. Et ça va pas plaire, et ça a certainement déplu à beaucoup de gens, et ça va continuer à déplaire. J'ai vu un commentaire sur Goodreads qui disait toutes les femmes devraient lire ce livre, et je suis là, oui, toutes les femmes devraient lire ce livre, et tous les hommes devraient le lire aussi, et tous les autres aussi, tout le monde devrait le lire vraiment. En gros, le livre s'appelle A Room of One's Own, mais en fait elle a dû... La petite histoire, c'est que Virginia Woolf a été engagée pour faire des séminaires à la fac sur le thème Women in Fiction. Et en fait, le livre s'appelle A Room of One's Own parce qu'elle part du principe qu'il n'y a pas assez de femmes qui écrivent parce qu'elles n'ont pas accès à une chambre à elles, à un endroit où elles peuvent être tranquilles pour écrire, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que elles n'ont pas d'argent, puisque comme elle le répète, ça fait pas longtemps que les femmes ont le droit d'avoir leur propre argent, tout ça, donc voilà. Parce que une fois que tu t'es occupée de 12 enfants, t'as plus vraiment envie d'écrire, parce que elles ont pas accès à l'éducation, parce que on lui dit mais elle dit mais pourquoi est-ce que Shakespeare il a écrit autant, si il avait été une femme, tout ça, est-ce que ça aurait été possible? Et elle dit c'est pas que les femmes manquent de poésie et de culture pour écrire, enfin elles manquent pas de talent pour écrire, les femmes, le problème c'est qu'on leur offre pas les mêmes outils pour écrire qu'on offre aux hommes en fait. Genre Shakespeare il a le droit de faire ça, il a le droit de faire ça, il a le droit de faire ça, alors qu'à l'époque à 14 ans on te mariait, en 15 ans on t'envoyait dans une maison, et puis si tu savais lire c'est déjà pas mal, faut t'estimer heureuse de pouvoir lire quoi. Voilà, ça c'est une réflexion que j'ai beaucoup aimée. Et puis elle explique un peu d'une certaine manière les femmes pour les hommes auteurs, c'est une espèce, c'est un animal exotique qui fréquente tous les jours mais sur lesquels ils adorent écrire, et qu'en fait j'ai trouvé super ce truc là, je l'ai surligné, je sais plus où c'est. Elles sont diverses, héroïques, méchantes, splendides, sordides, infiniment belles et hideuses à l'extrême, aussi grandes qu'un homme et parfois même encore plus. En fait c'est la manière dont les hommes idéalisent la femme dans ce qu'ils écrivent, mais que c'est que dans la fiction en fait ils ne les imaginent absolument pas comme ça dans la vraie vie. Et il y a aussi toute une réflexion sur le fait que les hommes s'imaginent supérieurs parce qu'en fait c'est le reflet qui se renvoie à eux-mêmes, parce que s'ils brisent ce reflet là, et ils brisent leur confiance en eux-mêmes, et du coup pour continuer à être supérieurs il faut que les femmes continuent à être inférieures en gros. Et du coup ils se convainquent eux-mêmes que les femmes sont plus stupides, que les femmes sont moins fortes, tout ça, plus faibles, enfin voilà quoi. Et je me suis dit que c'était un peu le crash course du féminisme moderne, en mode Barbie, voyez-vous Barbie, le film Barbie de Greta Gerwig. Tout le monde a dit oui, il y a des gens qui trouvent ça trop extrême alors que c'est vraiment féminisme genre pour les nuls. Oui, mais il y a des gens qui ont besoin de l'entendre en fait. Et ça, je veux dire, c'est pas un cours féministe poussé, hein. Virginia Woolf elle raconte des trucs qui sont vrais, qui font sens, et qu'on n'a pas besoin d'être à un niveau très développé de culture et de réflexion en fait pour comprendre et se dire ah ouais. Elle dit, alors voilà, ce que j'ai apprécié vraiment beaucoup dans ce film, dans cet essai, c'est que en fait elle est très, je continue à dire très jusqu'à ce que je trouve le mot, elle a beaucoup d'espoir quant aux générations futures. Souvent elle dit et dans un siècle on se rendra compte que, et dans un siècle machin, et je me dis Virginia mais c'est surtout qu'en fait elle explique que d'après elle, à partir du moment où on arrêtera de voir les femmes comme des choses à protéger, on se rendra compte que c'est pas vrai, elles vivent pas plus longtemps que les hommes en fait. Le jour où les femmes elles pourront être pompiers, machin, truc muche, elles faire les mêmes activités, les mêmes métiers que les hommes, on se rendra compte que elles vont mourir juste autant en fait, et que la vraie étape égalité elle est là en fait. C'est juste qu'on nous donne pas la chance entre guillemets de mourir. Voilà. Mais et ça j'ai vraiment trop aimé. Elle dit dans le futur on verra que, et dans le futur voilà, et elle finit sur les 3-4 dernières pages avec que des choses positives. Oui, et depuis 5 ans on peut faire ça, et depuis machin on peut faire ça, et puis c'est quand même vachement bien, mais regardez ce qu'on va faire dans le futur, dans 100 ans ça va être incroyable. Ouais. oui, vaut mieux quand même être une femme en 2024 qu'en 1928. Ok, ou 2025, pardon, excusez-moi. Enfin, on ne sait pas. On va parler d'années qu'on connaît. Mais voilà, enfin, il y a des choses qu'elle raconte qui sont encore vraies aujourd'hui, et on voit que ça évolue pas aussi vite que elle aurait pensé que ça évoluerait.
Voilà. Et il y a un autre point que j'ai pas abordé dans ce livre là, c'est que elle est super, franchement elle offre une réflexion sur genre la guerre, parce qu'on sort de la Première Guerre mondiale, et sur comment la société a changé vis-à-vis de la guerre. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce qu'en vrai dans Woman in Fiction ça n'a rien à voir, mais à comment la guerre en fait elle a changé les relations genrées. Et j'ai trouvé que ça c'était super intéressant aussi. Et ouais, peut-être que je vais finir par lire Three Guineas, parce que je crois que ça parle de la guerre. Et j'aime bien parce que souvent on parle des mêmes trucs vis-à-vis de la Première Guerre mondiale. Et ça c'est pas une mauvaise réflexion je pense, et c'est un truc à approfondir peut-être un peu plus. Donc il faut que je le mette... J'ai imprimé le résumé, donc je vais tout à l'heure faire ma petite page. À présent, on va parler de ma palle pour le mois de février. Alors, on va commencer par A Tempest of Tea de Hafsa Faizal. Regardez comment il est trop beau. Attendez, on va enlever le... C'est simple, l'extérieur, mais c'est beau. Je sais même pas comment vous lire ça. En gros, comment s'appelle la personne? Artie Casimir. Elle a un club, genre un speakeasy, je pense, une connerie comme ça, où en fait la nuit ça sert de lieu de repère pour les vampires, qui sont une espèce plus ou moins interdite. Et ah non, elle a pas du tout un... Qu'est-ce que je suis con, c'est pas un speakeasy, c'est un salon de thé. Et en fait, je crois que le plot c'est un truc du genre, elle recrute des gens pour aller faire un cast dans le monde des vampires. Enfin bref, la couverture est incroyable. Il y a écrit que c'est un mélange de... je sais plus où c'était écrit, je l'ai déjà lu. Genre un genre Peaky Blinders version surnaturelle. Et du coup je là ouais il me le faut, et du coup on me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière, donc j'aimerais bien le lire avant que ça fasse un an qu'il est dans ma palle. J'aime trop l'autrice, en plus elle partage des trucs super bien sur Insta. Là elle a écrit une version, vous savez genre il y a les Twisted Tales et les trucs comme ça là chez Disney, et elle a écrit une version Jafar il me semble, et qui va sortir là. Donc voilà, il y a ça. Mais c'est probablement ce que je lirai en dernier quand je vais aller à Paris dans le train, je pense que je prendrai celui-là. Ah oui. Il y a aussi Sorry Bro de Taline Voskouni, je viens de le recevoir, je l'ai acheté sur Vinted. C'est une romance saphique ethnique. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. On voit rien, ça m'énerve. La lumière disparaît de plus en plus. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment appeler ça comme ça, mais en plus vous voyez pas les couvertures comme elles sont belles. En gros, le personnage principal, Nar, est arménienne, enfin de la diaspora arménienne, et en fait ses parents insistent pour qu'elle se marie avec un arménien. Et voilà, et en fait elle rencontre une arménienne, enfin voilà quoi, et pas besoin de... Ça s'appelle Sorry Bro, et la couverture est trop bien, ça se passe à San Francisco, mais on voit rien, la lumière. Ah ça va m'énerver, je vais finir par supprimer cette vidéo et devoir la refaire parce que je trouve que la lumière est naze. En plus j'ai laissé ma ring light chez moi parce que je pouvais pas la prendre dans la voiture, du coup il y a encore moins de lumière que d'habitude. Dans la liste aussi, il y a Northanger Abbey de Jane Austen, qui est l'histoire de Catherine qui est invitée à rester dans un manoir, et en fait elle lit énormément de romans gothiques, et du coup elle commence à s'imaginer des trucs, mais est-ce qu'elle s'imagine vraiment des choses? En gros, hein. Mais en gros, comme c'est un... Évidemment, comme c'est un roman de Jane Austen, il y a beaucoup de choses de critique sociale évidemment derrière. Vous comprenez bien. Ça fait des années que je veux le lire. Je l'ai acheté l'été dernier, je crois. Il y a un petit bout de poussière pour vous dire combien de temps ça fait qu'il est... Ça, c'est les chats. Il va me chercher de la poussière partout dans des endroits de la maison que je connais même pas. Voilà, il est pas très long. Il est pas très long. C'est écrit en minuscule dedans. Il y a aussi... Ah oui, alors... le tome 1 de Secret d'État, la chambre de la reine de Jane Benzoni, que j'ai lu la première fois, je pense que ça doit être en 2010.
2011, je devais avoir 12 ans grand max. Et c'est une de mes sagas littéraires préférées, c'est mon roman historique préféré. C'est ma saga littéraire, enfin je préfère le tome 2, le tome 2 c'est mon préféré, normalement. Dans le temps, je crois bien que le 2 c'était mon préféré. Donc je me mets un peu au défi de relire la saga cette année pour voir si je l'aime toujours autant. Donc bon, ça parle d'une jeune fille une jeune fille non, en fait c'est une enfant parce qu'elle a vraiment genre 7-8 ans je pense au début, qui se fait recueillir par la famille de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, le fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, qui se fait donc recueillir par cette famille-là, et qui est introduite ensuite, parce qu'il y a une petite ellipse, qui est introduite ensuite à la cour de Louis XIII, I suppose, oui parce qu'il y a la fonde après, donc à la cour de Louis XIII, en tant que dame de compagnie, comme ça de la reine, voilà, et de toutes les intrigues qui se passent, notamment le fait que depuis qu'elle est petite, elle est amoureuse de sa mamie, comment ça s'appelle, François de Vendôme, qui est le fils de la famille qui l'a recueilli, et lui, c'est un peu un fuckboy de l'époque, vous voyez. Et voilà, et en fait ça s'inspire vraiment d'événements réels, et aussi du fait qu'il y ait énormément de flou autour de la vie de François de Vendôme, ce qui fait que, ben, on peut écrire un roman historique là-dessus, et vous le connaissez si vous avez vu Le Roi Soleil, parce qu'il est dedans. Et voilà. Je m'adresse à tous les fans de comédie musicale des années 2000, je sais qu'il y en a, Et en dernier, parce que j'espère bien que c'est le dernier, parce que déjà, voilà. J'ai acheté des petits trucs pour les mettre dedans, et du coup, c'est compliqué. Et en dernier, mais non, ce n'est pas le dernier, puisque j'ai failli oublier la faute de la mémoire. Il y a aussi One Last Stop de Casey McQuiston, qui est encore une romance saphique, c'est vraiment... c'est la Saint-Valentin les gars, ok. Et en fait, moi j'ai vu truc Red, White, Wild, Blue là, vous voyez. J'ai vu le film, mais j'ai pas lu le bouquin, et c'est la meuf qui a écrit le livre. Moi je savais pas. J'ai juste vu ça en allant sur Goodreads, c'est de l'autrice best-seller de... Et je te là... Quoi? Et c'est l'histoire de deux meufs qui se rencontrent dans le RER de New York. Voilà, je sais pas comment expliquer plus que ça, mais je trouvais que la couverture était super belle. Et en plus apparemment l'autrice tout le monde l'aime trop, donc je devrais pas avoir trop de problèmes. Pardon, j'ai super mal à l'estomac depuis 2 jours et c'est une catastrophe. Hop. Et donc il y a... Moi je vais le commencer certainement aujourd'hui ou demain. La faute de l'abbé Mouret de Zola, c'est le 5e tome des Rougon-Macquart. Je n'ai lu absolument aucun de ceux qui sont avant. Voilà. Je suis désolée Émile, mais c'est comme le MCU, tu regardes pas forcément dans l'ordre. Sachant que j'ai déjà lu Nana et Au Bonheur des Dames quand j'étais au collège. Donc, genre les Mouret, je sais qui c'est. Et c'est l'histoire de Serge Mouret qui tombe malade et la maladie lui apporte l'amnésie. Donc il oublie qu'il est prêtre et il découvre les joies de la vie et de l'amour. Voilà. Alors j'ai vu que les opinions étaient partagées entre Zola critique le catholicisme et... Mais Émile, t'as perdu la joie de vivre ou quoi? Pourquoi tu nous écris ça? Donc bon, pour l'instant j'ai lu vraiment que le premier paragraphe que je vais vous lire, que je trouve incroyable. J'ai déjà... Vous allez me taper, j'ai déjà écrit dedans. La teuse, en entrant, posa son balai et son plumeau contre l'autel. Elle s'était attardée à mettre en train la lessive du semestre. Elle traversa l'église pour sonner l'angélus, boitant davantage dans sa hâte, bousculant les bancs. La corde près du confessionnal tombait du plafond, nue, râpée, terminée par un gros nœud que les mains avaient graissé. Elle s'y pendit de toute sa masse, à coups réguliers, puis s'y abandonna, roulant sur ses jupes, le bonnet de travers, le sang crevant sa face large. Comment c'est trop le chaos dès le début. J'adore, vraiment. Émile, franchement je l'ai lu tout à l'heure, je l'avais déjà lu mais j'avais oublié. Tout à l'heure je l'ai lu éclairé, voyez-vous, mon cerveau était en état de marche et j'étais là, ah ouais, on voit déjà que c'est le bordel de ouf. Vraiment c'est super débraillé, il n'y a rien qui va, j'adore, j'adore. Incroyable. Oh et j'ai oublié de vous montrer un truc. En fait j'ai vu sur Insta dans les réels une personne qui crochetait un serpent et à chaque fois qu'elle lisait un livre elle ajoutait un rang au serpent. Et je me suis dit que j'allais faire une écharpe. Donc il y a un code couleur évidemment
Rose c'est pour roman contemporain, Baby Blue c'est pour romance, ce lilas là c'est pour classique, et le rose bien rose c'est pour les comics et les BD. Et les romans graphiques, enfin tous les trucs graphiques quoi. Et je me suis un peu foirée, je sais pas compter apparemment, c'est une catastrophe. Oh, ça paraît moins choquant à l'écran que ça l'est en vrai. Mais je crois que j'ai rajouté 4 ou 5 mailles en trop. Et elle est censée être comme ça. Ça c'est la largeur. Et par là on va faire la longueur. Donc j'ajoute à chaque fois 3 rangs à chaque bouquin. Parce que si j'en lis 35 comme l'année dernière, si je fais que 35 rangs, ça va pas me faire une très grande écharpe quoi. Vraiment j'aurais l'air de dire... Voilà. Mais du coup c'est un peu mon goal de l'année, c'est d'avoir une belle écharpe pour l'hiver prochain. Et voilà. Embarquez donc avec moi pour une année 2025 qui a l'air un peu plus organisée que l'année dernière et l'année d'avant qui était encore pire. Sans lumière apparemment, je vais essayer de trouver le moyen de trouver une autre ring light ou je vais aller à Action, je vais acheter une ring light pourrie, c'est pas grave. Voilà. Comme d'habitude c'est l'instant pub, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Voilà. Et les bonnes habitudes ne changent pas en 2025, je vous l'ai déjà dit. Du coup, later skaters.